Bon, bah, bonjour Francis Cousin. Est-ce que vous pourriez nous parler de tout ce qui s'est passé dernièrement au regard de l'actualité, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avec Macron, avec la commémoration de l'armistice de la guerre 14-18 et la mort de Robert Forisson. Ensuite, de tout ce qui se passe de plus intéressant, c'est-à-dire aujourd'hui, avec les manifestations des Gilets jaunes. D'accord. Alors, pour répondre à votre question avec à la fois efficience et pertinence, il faut y répondre d'un point de vue méthodologique par rapport à tout ce que les groupes radicaux issus de la Première Internationale ont su positionner à travers Marx, à travers Rosa Luxembourg, contre la social-démocratie, contre le bolchevisme et contre toutes les impostures qui reproduisent effectivement la domestication à la marchandise. Alors, je vais commencer par les Gilets jaunes. Je reviendrai à partir de là sur les commémorations de 14-18, mais c'est lié, puisqu'on a vu que les mystifications circulaient de l'un à l'autre, et je terminerai éventuellement par Karl Marx et Robert Forisson. Pour ce qui est des Gilets jaunes, on ne va pas démarrer de manière empirique à partir des Gilets jaunes à l'instant donné de l'écume des choses de la fin novembre 2018. Il faut repartir d'un point de vue méthodologique et radical sur ce qui constitue la dialectique des forces productives de l'aliénation et la compréhension de ce qu'est le capital en domination formelle et en domination réelle. Les Gilets jaunes, c'est la manifestation crisique de la domination achevée du capital dans sa phase supérieure de domination totalitaire complètement réalisée. Il faut se rappeler que le prolétariat, tel qu'il est défini par Marx dans le 6e chapitre, tel qu'il est défini par Marx dans le 6e chapitre, à partir de ce que Marx appelle le mode de production spécifiquement capitaliste, c'est une unité collective. C'est une unité collective. En domination formelle, c'est-à-dire avant 14, lorsque le capital n'a pas totalement pris le pouvoir sur la société, sur le temps et sur l'espace, on a des prolétaires, on a des paysans, on a des couches moyennes, mais on a un prolétariat qui se définit d'abord par des situations spécifiques qui sont liées à la manufacture et qui font qu'il y a en quelque sorte deux espaces. Il y a l'espace urbain de la machinerie capitaliste et il y a l'espace rural d'entités pré-capitalistes qui subsistent. Le capital devient la domination réelle de son impérialisme en 1914, parce qu'à partir de 1914, il a invalidé globalement toute son antériorité et il devient l'économie monde, le monde de l'économie totalitaire absolument réalisé, mais il y a encore de vastes espaces qui ne sont que formellement assujettis à sa prépotence. Il faudra atteindre les années 1945 puis 1968 pour que, par exemple, tout le monde rural soit totalement digéré par la réalité du capital. Ce que Marx a prévu, ce que Marx a positionné dans ses textes de 1868-1870, c'est toute la réalité du capitalisme contemporain du XXIe siècle. Marx a écrit le 6e chapitre qui précise, qui délimite, qui cartographie la réalité contemporaine de la domination réalisée de la marchandise en la définissant comme le mode capitaliste spécifiquement réalisé. Et nous y sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans ce que Marx a positionné dans ce 6e chapitre, nous sommes dans la schizophrénie mégapolitaine du capital, nous sommes dans l'usine globale. Le prolétariat, c'est pas simplement, entre guillemets, les gens qui sont
dépossédés de leur existence et qui sont contraints salarialement à la prostitution universelle dans l'usine alpha ou dans l'usine bêta, le prolétariat, c'est l'ensemble de l'humanité qui est assignée à résidence dans le despotisme de la marchandise absolue, de la grande mégapole universelle. Le mode de production capitaliste s'est fait usine globale. La mégapole est totalement réalisée dans le champ de l'espace et du temps du fétichisme de la marchandise spectaculaire. Au XIXe siècle, au début du XXe siècle, nous avions encore une division du travail, une division de l'espace, une division de l'aliénation qui faisait qu'il y avait les villes et les campagnes. Aujourd'hui, il n'y a plus les villes et les campagnes. La totalité de l'espace est devenue l'usine globale de la mégapole. L'usine globale de la mégapole. Mais la mégapole n'est pas homogène. La mégapole est hétérogène. Et la mégapole se subdivise en deux espaces, à la fois contradictoires mais complémentaires. Il y a la mégapole centrale et il y a la mégapole périphérique. Alors aujourd'hui, on voit plein de clowns géographiques, médiatiques, universitaires, artistiques, venir nous parler d'une nouvelle France périurbaine. Alors, tout ça est bien gentil, ça correspond effectivement à la lessive épicière des savoirs crétins de la surface, mais si on a lu Le Capital, les Grundrisse, Engels, la question du logement, on sait que toute la problématique aujourd'hui de la division a été cadrée par le projet communiste radical dans sa critique radicale de la dictature démocratique de la valeur d'échange. Donc, on a donc aujourd'hui deux mégapoles. On a la mégapole centrale et on a la mégapole périphérique. La mégapole centrale, c'est la mégapole privilégiée, entre guillemets, de la mondialisation capitaliste accélérée du temps contemporain. Qu'est-ce qu'on a dans les mégapoles ? Bordeaux, Paris, Marseille. On a les populations privilégiées de l'impérialisme totalitaire, du cosmopolitisme de la marchandise. On a les bobos BCBG, on a la classe capitaliste, on a les couches moyennes, et on a toutes les couches immigrées, immigrés armés de réserve immigrés, et immigrés lumpenprolétariat, racaille des cités. Et on a la France de la mégapole périphérique qui a été repoussée de cette centralité mondialiste et qui constitue le prolétariat des prolesses, des laissés pour compte. Et les Gilets jaunes, c'est quelque part un retrouvé de la lutte de classe radicale après effectivement le cycle révolutionnaire de 68 qui a été clôturé. Le cycle révolutionnaire de 68 a été clôturé et depuis 68, nous sommes rentrés dans un gigantesque cycle contre-révolutionnaire qui a vu la domination réelle de la marchandise aboutir à sa forme la plus achevée. Et sa forme la plus achevée, c'est positionner dans une cartographie territoriale extrêmement précise et extrêmement claire. On a donc une mégapole centrale. Bon, moi, j'ai vécu Paris dans les années 70 et j'ai vécu Paris dans les années 70, là où des groupes radicaux participaient à l'appui de toute une série de combats contre les expulsions prolétaires parisiens. Vous aviez dans le Marais, vous aviez dans le 18e, vous aviez dans le 19e, vous aviez dans toute une série de quartiers autour de la Bastille des zones prolétariennes où effectivement une masse de population radicale qui exprimait le vieux Paris communard qui continuait d'exister ont été, par le despotisme immobilier et parfois par le despotisme policier, renvoyés à l'extériorité de la zone mégapolitaine parisienne. Si aujourd'hui vous allez vous balader à Bastille, si vous baladez à Belleville,
si vous vous baladez dans le 19e ou dans le 20e, ce Paris ouvrier, ce Paris qui définissait une trajectoire historique qui renvoyait à la Commune de Paris, a effectivement été liquidé. Le prolo parisien, il est parti très loin dans les Yvelines, il est parti très loin dans l'Essonne, il est parti très loin dans le Val-de-Marne, ça remonte jusqu'à Beauvais. Bref, le prolétariat est à la périphérie de la mégapole. Le prolétariat est condamné par la mondialisation crisique du développement, de la baisse du taux de profit, de la crise du capital et de la modernité démocratique totalitaire achevée de la valeur d'échange. Et au centre de la mégapole, on a les couches privilégiées de la mondialisation capitaliste. On a bien évidemment la classe capitaliste, celle qui détermine les agencements financiers, commerciaux et industriels. On a toutes les couches moyennes parasitaires, la publicité, les médias, le marketing, bref, toute la merde de la vente de la valeur d'échange contemporaine. Et on a effectivement toutes ces masses immigrées qui sont privilégiées dans le dispositif urbanistique des nouveaux logements sociaux. C'est-à-dire que on a, après 68, quand le patronat, ne voulant surtout pas voir renaître la radicalité ouvrière communarde de l'insurrection de la grève sauvage, a fait venir en masse des immigrés qui sont des privilégiés. Parce que je vous rappelle qu'un immigré qui vit effectivement en Seine-Saint-Denis dans des situations moyennes, il est dans des situations hyper privilégiées par rapport à ce que, précisément, il ne veut pas revoir s'il retournait au bled. Quel est l'horizon culturel aujourd'hui de la population algérienne? Quel est l'horizon social de la population algérienne? C'est pas de rester en Algérie, c'est d'avoir un visa et de venir vivre en France. Parce que, quel que soit le niveau qui est concédé à cette population qui arrive en Europe, c'est une situation qui, structurellement et socialement, est privilégiée par rapport au bled. Donc, tout le monde veut se sauver du bled, et alors là, on retombe sur Rosa Luxembourg et toute l'imposture des luttes de libération nationale. C'est-à-dire que, à partir du moment où aujourd'hui, alors que l'indépendance algérienne a eu lieu en 62, toute la masse de population qui pourrait faire le choix d'aller là où elle veut aller, c'est la France, et c'est surtout fuir la métropole libérée de 62. On a là ce que Rosa Luxembourg a particulièrement positionné, c'est toute l'imposture de la lutte de libération nationale qui a fait jaillir une classe capitaliste locale surexploitante et qui n'a rien résolu. Je rappelle d'ailleurs que le ministre de la Santé algérienne, au cours de l'été, lorsque sa femme devait accoucher, a tout fait pour qu'elle n'accouche pas en Algérie, mais en France. De la même manière que chaque fois que le fossile Bouteflika se fait soigner, c'est en France, mais c'est pas à Alger. Donc on a toute cette gymnastique d'imposture, de mystification, de mensonge et de fallaciosité qui vient expliquer aujourd'hui la structuration sociale, la structuration démographique, l'implantation cartographique des lignes de la vérité de la lutte de classe. Donc, j'ai aujourd'hui, à Paris, quasiment plus aucun prolétaire, j'ai les bobos, j'ai les BCBG et j'ai les immigrés, qui tous, d'une manière ou d'une autre, sont les enfants chéris du capitalisme. Je précise à partir de cela, les enfants chéris du capitalisme, que j'ai une correspondante qui habite Coutances et qui me précisait que ça devait être le 21 novembre 2018, on avait acquitté à Coutances un immigré ou un migrant qui avait violé une femme, au prétexte qu'il ne possédait pas les codes culturels de différenciation lui permettant de ne pas la violer. Donc, le 21 novembre 2018, à Coutances, j'ai un migrant qui viole une femme et qui est acquitté. Je reviens aux Gilets jaunes hier, alors que le prolétariat, qui est le laissé-pour-compte de la mondialisation despotique de la valeur d'échange, se bat dans toute la France et débouche sur les Champs-Élysées, j'ai une manifestation de bobos névrotiques
de la marchandise qui défile à Paris avec des drapeaux mauves contre le viol et qui reproduit tous les archétypes aliénatoires de ce que Debord dénonce au moment où il va effectivement mourir, et que dans une lettre à Bounan, il précise dans les formulations suivantes: le capital aujourd'hui a 3 mythologies: l'antiracisme, l'antisexisme, l'anti-homophobie. Postérieurement à 68 et à la défaite du prolétariat en 68, puisque, bon, je renvoie à tous les textes que nous avons produits sur la question, l'insurrection prolétarienne de 68 était, malgré toute sa vigueur, malgré toute sa substance, condamnée à l'échec. C'est donc sur cet échec, sur cette défaite, que s'est constituée toute la mythologie ameliorantiste du capital, dans toutes ses mystifications et tous ses despotismes. Et donc, c'est à partir de là que la grande névrose sociétale surgit. Il ne s'agit plus d'abolir la marchandise. Il faut que les homosexuels soient égaux dans la marchandise. Il ne s'agit pas d'abolir la marchandise. Il faut que les femmes soient égales en la marchandise. Il ne s'agit pas d'abolir la marchandise. Il faut que les Noirs, les Gris, les Bleus, les Écossais soient tous égaux dans la marchandise colorée de l'universelle aliénation répandue. Donc, on avait hier, dans toute la France, des blocages, on avait des radicalités, petites, moyennes ou grandes, et on avait à Paris, le peuple des bobos privilégiés de la mondialisation despotique de la valeur d'échange, qui lutte contre les stéréotypes de la modernité qui n'a pas suffisamment accompli le développement de la marchandise. Donc, il y avait les prolos dans toute la France qui bougeaient aussi sur les Champs-Élysées, et on avait toutes les couches moyennes de la marchandise qui défilaient soi-disant contre le viol. Le viol existe depuis que la pathologie marchande de l'appropriation s'est mise en marche au néolithique, et depuis le néolithique, le viol n'a pas cessé d'être une structuration sociale d'appropriation pour toutes les impuissances et pour toutes les dépossessions aliénatoires. On n'abolira pas le viol parce qu'on se bat contre le viol. On abolira le viol parce qu'on se battra d'une manière radicale contre la dialectique aliénatoire appropriatrice des corps et des esprits. À partir du moment où on ne comprend pas ça, on est soi-même un idiot utile de ce que l'on prétend combattre. Donc hier, on avait une manif gaucharde de la marchandise qui est contre le viol, contre les discriminations sexuelles, contre les discriminations racistes, bref, tout ce qui représente le substrat impérialiste de la dérivation sociétale qui vise à faire disparaître le social. Lafargue, qui était le gendre de Marx, disait que la lutte féministe était une des plus grandes impostures que le capital avait fait surgir à l'orée de la modernité, puisque le féminisme, dans sa forme classique, n'avait pas pour objet d'émanciper la femme de la marchandise, d'émanciper la femme de toutes les aliénations qui avaient précédé la marchandise et qui étaient, entre guillemets, accélérées et congloméré par la marchandise, mais que précisément le développement du féminisme avait pour objet d'émanciper la femme en la marchandise. Donc, qu'est-ce que l'antisexisme? Qu'est-ce que l'antiracisme? Qu'est-ce que l'anti-homophobie? Ça ne remet absolument pas en cause la marchandise. Ça veut que tous ensemble, homosexuels, femmes immigrées, nous communions dans une reptation infinie devant l'idole marchandise. Il s'agit de nous émanciper en la marchandise, pour la marchandise et par la marchandise. Et ça, c'est l'imposture radicale. Mais dans le même temps, on avait tous ces gens qui ne passent jamais à la télé, qui ne sont jamais des sujets d'intérêt pour la télé. On avait le beauf, le prolo de base, le français de souche qui n'aime pas plus les grands ateliers de couture de la modernité narcissique que le kebab, et que toutes les âneries de la transhumance métissante de la marchandise. C'est-à-dire le mec qui aime le saucisson, la rillette, la culture radicale des vieux goûts ancestraux. Ce que Marx appelle, dans sa relation au manuscrit de 44 et dans sa relation à la critique, effectivement, telle qu'elle est posée dans la Nouvelle Gazette rhénane
de la révolution de 1848, la substance historique qui a produit le coq gaulois, le Gaulois réfractaire. Quand Marx dit c'est le chant du Gaulois réfractaire, le coq gaulois, qui annoncera la résurrection de l'aigle allemand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il y a en Europe, dans cette réalité matricielle de lutte de classe radicale et incendiaire, depuis des siècles et des siècles, quelque chose qui n'a jamais existé nulle part ailleurs, puisqu'effectivement, les textes de la radicalité communiste, les expériences radicales pratiques de la radicalité communiste ont eu lieu à Paris, à Milan, à Berlin, à Madrid, et nulle part ailleurs, sur aucune autre latitude ou longitude. Donc, quand en 68, Pompidou, avec Peugeot, avec Renault, avec Bouygues, décide de manière industrielle d'intensifier le grand remplacement dont Marx avait parlé dès la première section du livre 1 du Capital, quand il dit « Le Capital mettra les femmes au travail ». Premier grand remplacement pour casser le coût du travail. Et quand le Capital remplacera un Européen par 3 Chinois, deuxième grand remplacement, tout est positionné à l'infini de la dialectique historique. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les Gilets jaunes? Avec les Gilets jaunes, on est en plein dans la crise de la domination réelle. Ce que Marx montre dans le 6e chapitre, c'est qu'en domination réelle, le prolétariat devient essentiellement un agent global de la grande métropole industrielle de l'usine globale. En domination formelle, on a des prolétaires dans des manufactures et on a des paysans dans les campagnes, et entre les deux, on a des couches moyennes circulatoires qui relient l'un à l'autre dans une grande érosion qui fait que peu à peu, le capital s'empare de la totalité du monde. Aujourd'hui, le capital s'est emparé de la totalité du monde. L'usine globale est le lieu majeur de l'impérialisme totalitaire, de la démocratie, de la valeur d'échange. La métropole, c'est le capital. La périphérie, c'est le capital. La métropole, c'est la classe capitaliste, c'est les couches moyennes, c'est l'armée de réserve immigrée et c'est le lumpenprolétariat des banlieues. Et le prolétariat combattant potentiel est à la périphérie de la mégapole, qui n'est plus la campagne. Parce que même le territoire le plus isolé de la campagne qui se veut campagne a été annexé. Il n'est plus qu'une métastase de la mégapole. Tout est la mégapole. Mais la mégapole est double. La mégapole est duelle. La mégapole est plurielle. Il y a la mégapole centrale et il y a la mégapole périphérique. Les Gilets jaunes, c'est le surgissement protestataire radical de la mégapole périphérique qui vient dire votre discours contre l'homophobie, votre discours contre le racisme, votre discours contre les violences aux femmes, votre discours sur l'écologie est une gigantesque imposture. C'est une gigantesque imposture qui vient nous faire crever. Là, juste une petite parenthèse, nous parlerons plus en détail de Robert Forisson et de la censure. On peut déjà, en premier préambule, en référence au texte de Marx de 1842 sur la censure, rappeler que tout ce qui est censuré dit la vérité d'imposture de l'État, parce que l'État n'est pas neutre. L'État est par essence l'outil d'oppression du prolétariat par la classe capitaliste. L'État, par essence, est pourriture. L'État, par essence, est mensonge. L'État, par essence, est domestication. La transition écologique, vaste mythe, qui aujourd'hui est mise en marche, mais qui interdit tout débat. Il n'y a jamais eu depuis 10 ans à la télé ou à la radio le moindre débat ouvert sur la problématique de la transition écologique, sur la problématique du réchauffement climatique et sur la problématique d'un réchauffement climatique qui serait dû effectivement, concrètement et de manière vérifiée à l'utilisation intensive du CO2. Pas de débat. Il n'y a pas de débat. Vous aviez, je me souviens au moment où nous avions fait sortir la critique de la Société de l'Indistinction sous le titre de l'International,
nous avions à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, fait référence aux travaux du climatologue Marcel Leroux, qui, négativement, par rapport à toute la mythologie contemporaine du despotisme médiatique, du crétinisme universitaire et du totalitarisme étatique, précisait que ce que l'on nous raconte sur le réchauffement climatique, dans les termes où on nous le raconte, est effectivement une pure mythologie. Mais il n'y a pas de débat. En 15 ans, il n'y a pas eu un débat sur le sujet. Il y a des climatologues, des hommes d'intelligence, des esprits qui cherchent, qui disent mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu un âge glaciaire à l'époque de Louis XIV, il y avait eu un âge glaciaire en période médiévale, chaque âge glaciaire a été compensé par un âge de réchauffement, il n'y a pas de CO2 à l'époque, et la problématique climatique, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que le GIEC nous raconte, étant entendu que le GIEC est une structure étatique, interétatique et étatique mondiale. Et je rappelle que pour tous ceux qui sont dans la trajectoire révolutionnaire de la première internationale, le b.a.-ba de la compréhension critique, c'est que l'État ment par essence. L'État ne ment pas par hasard, par ricochet, par ratage, ou par hasard. La structure mystificatrice de l'État comme organisation capitaliste du despotisme de la marchandise fait que chaque fois que l'État parle, il ment, parce que, je fais référence au premier chapitre du livre 1 du Capital, dans le cadre de ce qu'est le fétichisme de la marchandise et dans le cadre de ce qu'est l'hiéroglyphe du Capital, nous vivons l'inversion absolue. Tout ce qui est vrai est présenté comme faux, et tout ce qui est faux est présenté comme vrai. Donc, la transition écologique, qui est le substrat justificateur de toute la pression fiscale qui est positionnée sur le prolétariat contemporain, tel que cela a effectivement positionné le sursaut des Gilets jaunes, c'est une mythologie du capital qui n'a jamais supporté le moindre débat. Et je renvoie au texte de Marx sur la censure. À partir du moment où l'État est incapable de débat, l'État avoue son impuissance, il avoue son mensonge et il avoue sa mystification, parce que un débat, c'est quelque chose de très clair. Je me souviens quand j'ai commencé dans les années 75-80 à rencontrer la critique radicale dans des groupes radicaux subversifs, dans des groupes ouvriers pour l'abolition du salariat, pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent. J'avais rencontré un vieux militant italien qui était dans ces groupes-là et qui me disait « Il faut des milliers de livres, il faut des milliers de débats pour abrutir les gens. Il faut des milliers de livres, il faut des milliers de débats pour abrutir les gens. » Dans le soliloque du Capital. Mais il suffit d'un seul livre, il suffit d'un seul débat pour que tout s'écroule. Je me disais, mais c'est puissant ce qu'il m'a dit là. Et c'était vrai, c'est puissant. Pourquoi l'État, pourquoi la censure, le fameux texte de Marx de 1842, pourquoi l'État est si paranoïaque dans la censure pour tout ce qui est essentiel? C'est que un seul débat contradictoire invalide des millions et des millions de débats soliloquents où le capital a effectivement tout cloîtré, tout enclosuré, tout emmuré. Et un débat sur un sujet central, ouvert, contradictoire, c'est toujours impossible pour le capital, parce que ça remet en cause toute l'existence de sa mystification, de son imposture, et finalement de sa pérennité possible. Donc, les Gilets jaunes, c'est toute cette radicalité prolétarienne qui revient. Alors, c'est une radicalité qui est complexe. C'est une radicalité qui est hétérogène. J'ai énormément de contacts qui sont ou dans les Gilets jaunes ou à côté des Gilets jaunes, qui m'informent, qui me donnent une documentation, entre guillemets, brute. Sur un parcours bloqué, j'ai une ambulancière. J'ai un ouvrier de la métallurgie qui a été licencié. J'ai un ouvrier soudeur. J'ai un artisan menuisier. J'ai un paysan qui est avec 800 € par mois. Donc c'est
c'est multiforme. Il y a de tout et il y a toutes les destinations possibles. Parce qu'on est dans le premier surgissement, et le premier surgissement est par essence hétérogène. Il est à la fois néo-proudhoniste et potentiellement radical. Rappelons-nous que quand le régime qui allait produire la répression versaillaise a confisqué les canons sur la butte Montmartre, rappelons-nous à ce moment-là de tout ce qui en a résulté dans la longue chronologie contradictoire qui mène à l'insurrection radicale de la Commune de Paris dans une perspective de guerre de classe radicale. J'ai des blanquistes, j'ai des proudhoniens, j'ai des néo-proudhoniens, j'ai des nationalistes, j'ai de tout. Et j'ai Varlin, et j'ai les internationaux. Un moment de surgissement critique, et par essence, dit Hegel, un moment impur. Alors, un moment impur, non pas en catégorie morale, un moment impur en matière de signification historique. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Donc, dans cette manifestation des Gilets jaunes, j'ai à la fois quelque chose de réactionnaire, j'ai à la fois quelque chose de potentiellement révolutionnaire, parce que j'ai la réalité dialectique des contradictions vivantes de ce qu'est le prolétariat des laissés-pour-compte, de la mondialisation totalitaire, de la démocratie, de la valeur d'échange. Donc, ce qui va définir, ce qui va dessiner le lieu de destination profonde des Gilets jaunes, ce sont les temps à venir entre les moments de récupération néo-proudhoniste, les moments de récupération servile et réformiste et l'incapacité du système de pouvoir enfermer ce mouvement dans la réforme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la révolution peut surgir? C'est que la réforme devient impossible. Nous sommes aujourd'hui dans la crise supérieure de la valeur d'échange. Mai 68, c'est le moment où la crise a frappé, au moment où nous passions de la domination de la valeur d'échange réalisée de sa forme inférieure à sa forme supérieure. Aujourd'hui, nous sommes dans la domination réalisée, achevée, en voie de terminaison, de la crise du capital dans toute sa structuration sur la problématique valorisation-dévalorisation. Marx insiste sur le fait qu'en domination formelle, c'est-à-dire avant 14, la paupérisation du prolétariat se joue essentiellement par une dialectique de paupérisation absolue. Le prolétariat est assujetti à une dialectique de paupérisation essentiellement absolue parce que le capital, à ce moment-là, pour maximiser ses profits, est contraint ou d'augmenter sans fin la journée de travail servilisé dans le salariat ou de la payer de moins en moins cher. Donc le niveau objectif du salaire ne fait que diminuer. En domination réelle, avec tout le développement technologique de la productivité du travail, qui vampirise toute l'extorsion de plus-value, on passe à un deuxième stade qui est celui de la paupérisation relative. La paupérisation relative est beaucoup plus intense que la paupérisation absolue, mais elle ne se voit pas parce que dans la mystification aliénatoire du fétichisme de la marchandise, elle est diluée dans toute une série, effectivement, d'évasements, d'évasions et d'hallucinations. Un prolétaire en domination réelle, dans les années 50 ou dans les années 60, est 10 fois plus exploité qu'un prolétaire de la domination formelle des années 1850. Mais comme il produit, par le biais de la technologie vampiriste de la productivité du travail, 10 à 20 fois plus de plus-value, il a un salaire qui, effectivement, dans sa forme première, a notablement évolué. Et cela fait écran à la réalité. Le prolétaire de la domination formelle a un salaire de 2 et il se fait extorquer de 4. Le prolétaire de la domination réelle a un salaire de 30, mais il se fait extorquer de 600.
Et c'est ça la paupérisation relative. La paupérisation relative, elle renvoie au salaire relatif, à savoir que un ouvrier des chantiers navals de Saint-Nazaire, dans les années 60, est 100 fois plus exploité que son ancêtre qui travaillait dans les mêmes chantiers. Mais étant donné que ce qui en résulte permet l'achat d'une maison, puis progressivement d'un frigidaire, puis progressivement d'une petite voiture, il y a un écran idéologique qui fait hallucination, dissimulation et donc évaporation de la problématique. Aujourd'hui, et on en est au plein pot du 6e chapitre, la paupérisation absolue revient frapper la paupérisation relative. Pendant les 30 glorieuses de la mythologie du capital, le salariat n'a pas cessé d'imaginer que compte tenu d'un certain nombre de redistributions matérielles, il y avait un enrichissement qui ne faisait que cacher justement le salaire relatif de la paupérisation relative. Mais là, on est en plein dans ce que positionne le 6e chapitre et le livre 3 du Capital. La paupérisation absolue revient frapper du sein même de la dialectique des contradictions de la paupérisation relative. Et on a aujourd'hui, dans la mégapole périurbaine, une population qui, aux antipodes de la population privilégiée, de la centralité mégapole, est dans une situation de totale désespérance. Les paysans, les ouvriers, les chômeurs, les infirmières. Je discutais dernièrement avec une kiné qui était dans la même situation. Bref, on a toute une population qui constitue ce que Marx appelait dans le 6e chapitre le prolétariat de la domination réelle, comme agent collectif de l'aliénation, comme agent collectif de la domestication, qui est effectivement dans une situation de misère accélérée, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un saut qualitatif de contestation, de récusation et d'exaspération. Pendant des années, toute cette population voyait à la télé un monde qui n'était pas le sien, un monde débile, un monde totalement aliéné dans l'accumulation marchande narcissique de ce qui constitue la centralité boboïque de la mégapole centrale. On riait, on riait pas, on consommait pas. Mais là, il y a une exaspération, une divergence, une opposition, un cataclysme. Quelque chose est en train de monter dans une radicalité de plus en plus subversive. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, quand on a une position communiste, quand on a une position de radicalité, quand on a une position effectivement réfractaire contre l'argent, contre l'État et contre le salariat, il faut analyser en profondeur ce qu'est effectivement cette macération des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est à la fois quelque chose qui veut, à un moment donné, obtenir une consommation plus adéquate à sa misère, mais compte tenu de la crise, c'est en même temps une masse qui n'obtiendra jamais ce qu'elle pourrait obtenir pour s'assagir et pour rentrer dans les rangs. Donc, on a un bâton de dynamique sociale. Je renvoie au texte de Marx sur les luttes de classe en France. On a ce moment crisique, incisif, incandescent, déterministe, radical, où le pouvoir n'a plus le pouvoir de reproduire les forces matérielles et idéologiques de sa domestication sur cette masse qui ne veut plus être masse. Donc, on a quelque chose de décisif, on a quelque chose d'essentiel, et on a quelque chose qui fait intensivement peur au pouvoir. Et cet intensivement peur au pouvoir nous permet de comprendre comment le pouvoir, au moment des commémorations de 14-18, a réécrit 14-18. C'est-à-dire que 14-18, c'est la crise du capital, comme aujourd'hui, 2018, c'est la crise du capital. Et j'insiste sur le fait que nous sommes en 2018, qu'en 1818, Marx est né. Marx, qui, dans le cadre de la Première Internationale et des luttes radicales les plus extrémistes contre l'argent et contre l'État, a positionné les jalons de radicalité les plus gigantesques que nous ayons jamais eus dans l'histoire théorico-pratique
de ce qu'est l'émancipation humaine. 1918, c'est la radicalité ouvrière qui, de la Bulgarie à l'Angleterre, de l'Allemagne à l'Italie, de la France à la Hongrie, s'insurge partout contre la grande boucherie impérialiste qui a massacré des millions de prolétaires pour que la crise du capital qui a surgi en 1914 puisse effectivement résoudre ces contradictions insolubles de la guerre commerciale qui ne pouvaient effectivement être résolues qu'à partir du moment où la guerre commerciale devenait une guerre impérialiste et militaire pour le repartage des marchés. Donc, on voudrait nous faire croire, à travers les conneries de l'ultra-gauche, les conneries de l'ultra-droite, et tout ce marais crétiniste médiatique et universitaire, que la guerre de 14 est née d'une irruption hystérique de nationalisme. Et on nous refait le même coup d'ailleurs pour la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le nationalisme qui a créé la guerre de 14. Ce n'est pas le nationalisme qui a créé la guerre de 39. Le nationalisme, c'est effectivement un drapeau, c'est un enregistrement, c'est un cadenassage, c'est une idéologie, c'est un matraquage, c'est un bourrage de crâne, mais qui vient bien après pour effectivement essayer de justifier le conflit impérialiste de la crise du capital, de la saturation des marchés et de la baisse du taux de profit. Les gens ne sont pas partis en 1914-18 parce qu'il y avait des nationalismes serbes, russes, austro-hongrois, français, anglais, la reprise de l'Alsace et de la Lorraine. Toutes ces crétineries-là, c'est l'écume des choses de la mobilisation des esprits asservis. Si ça a eu lieu en 14 et pas en 13 ou pas en 12, quand il y avait eu la crise de Tanger, quand il y avait eu auparavant d'autres crises entre l'impérialisme allemand et l'impérialisme anglais, c'est parce qu'en 1914, le triomphe de l'impérialisme allemand est tellement excédentaire, tellement visible, que la City et les forces de développement de l'impérialisme anglais sont obligées de détruire leurs concurrents. En 1914, la consommation électrique de l'impérialisme allemand est supérieure à la consommation électrique de la France, de l'Italie et de l'Angleterre réunies. La machine-outil allemande est en train de prendre le pouvoir sur tout le rayonnement commercial de la reproduction industrielle de la planète. Les Allemands sont en train de construire une ligne de chemin de fer qui va relier Berlin à Bassora. Rosa Luxembourg, l'accumulation du capital, 1905, 1913, a tout prévu, en reprenant Marx, pas parce qu'elle est démiurge, mais parce que tout s'inscrit dans la ligne objective, matérielle, concrète, du déterminisme réel de l'histoire. Donc, la Première Guerre mondiale, c'est le repartage militaire des marchés, et le nationalisme est effectivement le cache-chèque de toutes les ambitions capitalistes. Donc, ce n'est pas le nationalisme qui fait la guerre, c'est la baisse du taux de profit qui fait la guerre, et la baisse du taux de profit, pour cacher qu'elle est la genèse de la guerre, se voile dans les drapeaux mystificateurs, aliénatoires et dérivatifs du nationalisme. Et même topo pour 39-45. C'est pas le fascisme qui fait la guerre, c'est effectivement la baisse du taux de profit, la crise du capital et la contradiction radicale des impérialismes. Et le combat fascisme-antifascisme, c'est le combat qui permet justement d'enrégimenter le prolétariat dans la gigantesque boucherie qui va exterminer des millions de prolétaires. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un ricochet, il y a un clin d'œil entre les Gilets jaunes et toute cette histoire paranoïaque de l'historiographie officielle du capital. On a revu aujourd'hui toute une série de pauvres clowns médiatiques universitaires nous refaire le truc de... On nous refait la grande peur des années 30. La grande peur des années 30. Les Gilets jaunes n'obéissent à aucun parti. On va donc les cartographier dans la hantise du capital comme une zone noirâtre de ligue factieuse. Et on nous refait le coup du 6 février 34. Le 6 février 34, dans les scandales de décomposition de la crise capitaliste des années 30, dans le scandale de l'affaire Stavisky,
où toutes les cliques capitalistes, de la gauche à la droite, étaient mouillées jusqu'au plus profond du mouillé le plus mouillé, à travers la franc-maçonnerie, à travers les cliques boursières, à travers les lobbies industriels. On a vu surgir le 6 février 1934 des manifestations qui criaient « à bas les voleurs ». Le 6 février 1934, on a vu effectivement des manifestations et on essaie de nous les assimiler aux Gilets jaunes en nous disant le 6 février 1934, c'était des ligues pré-fascistes ou périfascistes. Le 6 février 1934, il y avait le prolétariat parisien qui manifestait son incapacité à accepter la pourriture sociale dans laquelle la décomposition sociale de la République du capital menait effectivement la vie des gens vers la guerre, vers la misère et vers la détresse. Le 6 février 1934, vous aviez l'Action française, vous aviez les Croix de Feu d'ailleurs, dirigées par le colonel de Larocque, qui ont tout fait pour que rien ne dégénère, et je rappelle que le colonel de Larocque, qui a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, a été un grand résistant du capital démocratique. Donc il n'avait rien de factieux, puisque à long terme, il a été pleinement dans le cas progressiste de la marchandise démocratique. Mais donc, le 6 février 1934, vous avez des ligues de droite, vous avez l'Action française, vous avez des organisations d'anciens combattants, dont celle du parti dit communiste, le parti staliniste. Mais un ancien combattant en 1934, c'est pas un vieux ronchon qui a un béret sur la tête, qui crachouille avec un dentier et qui a 75 ans. Les anciens combattants de 1934, ce sont des gens qui avaient 20 ans en 1918, c'est toute la jeunesse française prolétarienne, militarisée, assujettie. Et j'ai même rencontré des anards et des trotskistes qui, le 6 février 1934, étaient là en gueulant à bas les voleurs. Donc, le 6 février 1934, il y a tout et le contraire de tout. Il y a des fachos, des roicos, des anards, des trotskos, des stalinistes. Tout le monde gueule à bas les voleurs. Sauf que le système républicain en pleine décomposition, qui est à bout, qui est même au bout du rouleau, il va, à partir de là, construire une mythologie d'autopréservation parce que la lutte de classe qui va bientôt frapper en 1936 avec une généralisation insurrectionnelle qui sera enfermée dans les usines par la gauche du capital et par l'extrême gauche du capital, il a besoin de la sécuriser mythologiquement dans un antifascisme qui n'a pas d'objet. On va militariser mentalement et socialement la population française sur un danger fasciste en France qui n'existe pas, pour détruire la lutte de classe en 1936 et pour enrégimenter le prolétariat dans la grande boucherie qui, je le rappelle, fera 100 000 morts uniquement en 1939. Il y a eu plus de 100 000 soldats français tués en quelques semaines au niveau des opérations militaires qui suivent la percée de Sedan en juin 1940. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la commémoration de 14-18, c'est d'abord une commémoration qui a pour objet de dissimuler la réalité objective de tout ce qui a fait le premier charnier mondial et le deuxième charnier mondial. La vérité des causes est totalement occultée parce qu'il faut effectivement réécrire 14-18 et réécrire 39-45, non pas pour que les gens comprennent la réalité de la pourriture capitaliste qui fait de nous de la chair à travail puis de la chair à canon. Il faut expliquer aux gens que s'il y a la guerre, c'est parce qu'il y a des mauvaises idées. Le nationalisme et bien évidemment le populisme. Comme si les idées produisaient la guerre. Les idées ne produisent pas la guerre, les idées colorées de diverses manières, dans toutes les occultations et les falsifications qui en résultent, sont les cache-chèques de toutes les opérations militaires et industrielles par lesquelles le capital, qui nous aliène, nous envoie à la mort lente par le travail et nous envoie à la mort rapide par la guerre. Donc tout ça doit être bien compris. Et dans le même temps, on a la Nouvelle-Calédonie avec ce gigantesque à la fois marasme et ce gigantesque mouvement de manipulation
où on nous explique qu'effectivement, grâce au référendum, la Nouvelle-Calédonie a la capacité de devenir indépendante. Et alors là, on retombe sur Rosa Luxembourg, à bas les luttes de libération nationale. C'est-à-dire que, qu'est-ce que la Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie, dans la sphère géopolitique et géo-impérialiste de la réalité contemporaine, c'est ou un territoire qui demeure français, ou un territoire qui devient australien, néo-zélandais ou américain. Mais l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, c'est une gigantesque escroquerie, comme toutes les luttes de libération nationale. Donc là encore, à bas la Calédonie de l'État français, à bas la Nouvelle-Calédonie de l'État kanak, à bas toutes les solutions politiques étatiques du capital, en Palestine comme en Nouvelle-Calédonie, la radicalité critique, c'est la solution à zéro monnaie, à zéro argent et à zéro État. Donc là encore, comprenons toute la réalité de toutes les impostures qui surgissent à ce moment-là. Et j'en reviens par rapport à 14-18 et par rapport à 39-45 à quelque chose d'essentiel qui m'a été suggéré par un correspondant sur la nécessité de montrer en quoi, historiquement, dans la longue durée, la France est une gigantesque mystification contemporaine dans l'archéologie des compréhensions qui font que les choses ont un sens ou n'en ont pas. La France, ça n'existe plus depuis 1815. C'est ce que je disais à mon correspondant. Il y a eu la guerre de 100 ans. Et après la guerre de 100 ans, il y a eu une guerre de 700 ans entre la France et l'Angleterre. Cette guerre entre la France et l'Angleterre, qui a duré 700 ans, s'est terminée par le traité de Paris et l'impérialisme commercial et maritime de l'Angleterre a définitivement expulsé la France de l'Amérique du Nord. C'est le premier mouvement. À partir de là, la France, dans le cadre des restructurations qui ont surgi dans la République puis dans l'Empire, s'est affrontée au diktat commercial de Londres. Et en 1815, le soir de la bataille de Waterloo, l'Angleterre avait l'assurance de maîtriser définitivement l'espace européen. Depuis 1815, la France n'existe plus. Et je demande à vos auditeurs de travailler, de creuser, d'aller aux archives, d'analyser l'intégralité des devenirs géopolitiques, commerciaux et industriels depuis 1815. Depuis 1815, ce que l'on appelle la France est totalement inféodée à l'ordre anglais de la City, qui passe le relais en 1918 à l'ordre américain de Wall Street. Mais depuis 1815, ce que l'on appelle la France, ce que tous les nostalgistes d'un territoire français ont dans la tête, n'a jamais plus existé. La guerre de Crimée, la France l'a fait pour l'Angleterre. La guerre contre Bismarck, elle l'a fait pour l'Angleterre. La guerre de 14, elle l'a fait pour le marché anglais. La guerre de 39, elle l'a fait pour le marché anglais. Et quand Mitterrand, en 1990, a vendu les derniers espaces d'autonomie française à l'ordre américain pour aller détruire ce qui subsistait de résistance en Irak à l'ordre américano-israélien, Mitterrand a donné aux Américains les dernières parcelles d'autonomie virtuelle d'indépendance française. Donc, une fois pour toutes, la France n'existe plus depuis 1815, la France n'est plus qu'un gouvernorat anglais devenu américain. Donc, arrêtons de délirer sur des axes géopolitiques de transformation, de rénovation. Tout est effectivement clair et c'est pour ça que tous les conflits qui sont mis en mouvement aujourd'hui contre la Russie sont, entre guillemets, les derniers mouvements par lesquels l'impérialisme américain veut faire comprendre à la France qu'il n'y a pas de possibilité ouverte de relations commerciales, industrielles ou militaires
avec la Russie, et la dernière virgule de la dernière virgule, c'est effectivement tout le délire américano-israélien sur le nucléaire iranien, qui reprend tout le délire sur les armes de destruction massive irakiennes, et Peugeot, Renault et toutes les entreprises françaises prennent leurs petites valises, partent à l'aéroport et quittent l'Iran parce que le diktat américain l'a ordonné. Donc, il faut comprendre tout ça dans une vaste histoire. Les gilets jaunes, la domination du capital, la domination réalisée du capital, toute l'histoire qui nous mène d'hier à aujourd'hui, avec effectivement toute la réalité profonde qui permet de comprendre ce qu'est la lutte des classes. Et là, ce qui permet de comprendre la lutte de classe, petit clin d'œil idéologique au matraquage médiatique, vous avez dû apprendre que, et là encore, c'est des correspondants qui m'ont envoyé ces informations, on avait eu deux policiers, je crois, ou un policier qui avait été roué de coups dans la région de Grenoble ou d'Annecy en rentrant chez eux par cette marchandise tant adorée du capital, la racaille des cités. Parce que je veux dire, il y a la racaille du bas et il y a la racaille du haut. La racaille du haut, vous lisez récemment les confessions du fournisseur de Johnny Hallyday et de Jacques Chirac. La racaille du haut, qui adore la coque, adore la racaille du bas, qui lui fournit sa coque. Et la racaille du haut adore que la racaille du bas diffuse la merde hallucinogène de tous les cannabis possibles dans la France profonde pour abrutir la profonde réalité de cette population de telle manière qu'elle soit servile, de plus en plus servile et de plus en plus servile. Donc, on apprend qu'un flic de la BAC qui a été roué de coups devant sa femme et devant ses enfants par deux racailles, marchandises vedettes tant adulées par le capital, constate que les racailles en question sont remises en liberté. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence des gilets jaunes, la violence des prolétaires, la violence des radicaux qui demain dans les usines vont surgir, c'est une violence qui est détestable, qui se fera matraquer parce qu'elle est détestée et parce qu'elle est récusatoire du système. Par contre, ce qu'il faut comprendre, et c'est là où la gauche et l'ultra-gauche du capital ne comprend rien ou ne veut pas comprendre, c'est que entre la racaille du lumpen prolétariat des cités qui vendent la cam, qui vide la cam, qui profite de la cam, et le prolo qui est devenu flic, le système a désigné son allié. Je veux dire que, rappelez-vous de l'affaire Théo. L'affaire Théo. Hollande, il va pas voir un prolo qui est sous l'uniforme de flic quand il se fait tabasser. Hollande, il va voir Théo. Et puis il dit que Théo est un pauvre innocent, malheureusement matraqué par cet impérialisme raciste de la police. Avec le temps, on apprend que non seulement Théo a déliré, que Théo a menti, mais on apprend en plus que toute la famille est, Théo en premier lieu, totalement impliquée dans un gigantesque trafic. Imaginons qu'un sale con de facho soit dans un trafic, mais tous les médias en parleraient. Est-ce que les médias ont parlé du trafic, des manipulations, des extorsions de fonds dans lequel le groupe Théo était impliqué? Bien évidemment pas, puisque l'ordre médiatique de la marchandise fait du journalisme un porte-voix des nécessités du capital. Donc, tout se tient. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que le système a des alliés, que le système a des ennemis, que le système a des vedettes
et que le système a des répulsions. Dans le cadre de la lutte de classe radicale qui va surgir, le système nous dit où sont ses amis. Le système nous dit où sont ses ennemis. Les gilets jaunes, quelle que soit leur hétérogénéité, sont ses ennemis. Parce qu'il y a dans les gilets jaunes, malgré tout ce qu'il pourrait y avoir de réactionnaires, de réformistes, de néo-proudhonistes, une potentialité de colère, une potentialité de surgissement radical qui fait peur au système. Il y a un an, nous avions fait ensemble une émission synthèse sur Macron. Et nous avions convenu que si Hollande s'était usé très vite, Macron s'userait très, très, très vite. On avait même envisagé à l'époque que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, je mets de côté le cas médical de Pompidou, qui est un cas à part, on puisse imaginer qu'un président de la République serait effectivement chassé de l'Élysée à coups de pied radical de lutte de classe radicale. On va voir ce que les temps qui viennent vont pouvoir produire. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, dans la forme qu'il a actuellement, ne va pas durer tel qu'il est. Il va se métamorphoser, se positionner, avancer, reculer, bouger, définir, se redéfinir. Il va donc y avoir toute une série de positionnements dans les jours. Mardi, l'ambassadeur de l'OTAN à Paris, qui occupe l'Élysée, va parler. On peut supposer que, quelles que soient les circonvolutions mystificatrices, le parler en question ne puisse absolument rien résoudre de fond dans la longue durée. Donc, est-ce que les Gilets jaunes vont continuer à croître sous cette forme-là, se métamorphoser en autre chose? Peu importe le malaise, la colère, l'exaspération, tout ce qui fait la matrice première d'une révolution au sens où Marx le positionnait dans les luttes de classe en France est posé. Donc, il va suffire de voir comment les choses vont évoluer sur les semaines qui viennent en fonction de ce qu'est la crise, en fonction de ce qu'est la pesanteur de la crise, la baisse du taux de profit, la saturation des marchés, l'impossible contradiction entre fiscalité du capital et objectivité de la rencontre des contradictions sociales va faire. Je rappelle que Marx a énormément travaillé la problématique de l'État et le problème de la fiscalité. Il envisageait, en même temps qu'un livre sur le marché mondial, un livre sur l'État. Il n'a pas eu le temps de le rédiger. Mais on a, dans le 6e chapitre, dans le livre 3, toute une série de cheminements qui nous expliquent en quoi la fiscalité est si importante. Et la fiscalité est si importante en domination réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque le prolétariat est devenu cet agent collectif de l'usine globale, puisque les salaires, avec le retour de la paupérisation absolue, au sein même de la paupérisation relative, ont effectivement compressé les niveaux de vie d'une manière de plus en plus intensive, la réalité de la fiscalité est une réalité explosive du point de vue de la lutte de classe. Donc, analyser cela, creuser, lire, toujours lire, creuser Marx, creuser Rosa Luxembourg, regarder ce qui se passe, non pas pour faire du contre-médiatisme, mais pour faire de l'anti-médiatisme. Tout ça est effectivement extrêmement nécessaire et extrêmement positif. Vous m'aviez posé en fin de parcours une question sur Robert Forisson. Alors, Robert Forisson, je répondrai que d'abord, on n'a pas le droit d'en parler. Donc, puisqu'on n'a pas le droit d'en parler, on ne va pas en parler. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même si Marx ne connaissait pas le prénom Robert et le nom Forisson, il a, dans les textes de 1842 sur la problématique de la censure et dans les textes de 1844 sur la question juive et dans toute la problématique du premier livre du Capital de 1868, répondu à la question. Il a répondu à la question. Alors, répondre à la question à partir de ce que Marx a dit, c'est d'abord poser la question radicale de la censure. Qu'est-ce que la censure? Alors, la censure, Marx a répondu, mais pas que Marx.
Rosa Luxembourg, Simone Veil, Orwell. Les penseurs de la radicalité ouvrière la plus radicale, Simone Veil à Barcelone, Orwell à Barcelone, Rosa Luxembourg assassinée à Berlin par la social-démocratie en 1918, Marx, dans toutes les projections radicales, ont répondu « La censure est par essence ce qui dissimule le faux omniprésent ». Rosa Luxembourg dit « La pensée radicale est une pensée qui s'interdit de censurer, même ce qui lui est le plus radicalement contradictoire, parce qu'elle sait que pour démontrer le vrai, il ne faut pas censurer, mais qu'il faut déployer le vrai, et qu'il n'y a censure que là où le vrai est incapable de se déployer. » Et Simone Veil, dans l'enracinement, qui nous a rappelé à de multiples reprises, pour toutes les guerres, pour tous les temps, que toute vérité officielle est par essence une imposture. La vérité officielle est toujours et par essence, dans la dialectique des forces productives de l'aliénation, le moment où le faux interdit au vrai de se manifester. Et rappelons-nous Orwell, 1984, le ministère de la vérité. La vérité dépend d'un ministère. Elle dépend de l'État. Dès lors que la vérité dépend de l'État, elle est non plus vérité, mais mystification, imposture et fabrication du faux. Le ministère de la vérité refabrique à l'infini la documentation historiographique qui justifie à l'infini la réalité du pouvoir dominant. Et rappelons-nous que Orwell n'a pas écrit 1984 comme ça. Il a écrit 1984 parce qu'il a écrit Hommage à la Catalogne. Il a vu à Barcelone le camp antifasciste. Le camp antifasciste. C'est le camp antifasciste à Barcelone en 1937 qui a massacré les barricadiers. C'est le camp de la dictature démocratico-républicaine antifasciste qui a mis en prison les prolétaires insoumis de la CNT qui désobéissaient à leur ministre-chef de la CNT, qui a fait assassiner les poumistes, qui a fait assassiner les anarchistes radicaux Berberi et Berneri. Bref, 1984, c'est pas un roman de science-fiction qui surgit de la tête de M. Orwell. C'est Orwell, comme Simone Veil, comme tous les groupes radicaux, Bilan, l'Union communiste, qui ont vécu 37 à Barcelone, qui ont compris que la démocratie, les staliniens, ensemble, dans la gigantesque organisation de cette orchestration antifasciste qui allait mobiliser le prolétariat pour le grand massacre de 39-45, produisait l'épisode le plus absolument totalitaire et sanglant de toute l'histoire de l'humanité. Donc 45, le tribunal de Nuremberg, reprenons Simone Veil et reprenons Karl Marx. L'État est notre ennemi. L'État est une pourriture capitaliste. L'État est par essence l'oppression du mensonge sur la vie. L'État, en 1945, met en marche une production de vérité officielle, mais dans le cadre de la lutte de classe. Qu'est-ce que nous dit Marx ? Marx, dans le texte de 1842, nous dit « La censure est par essence mensonge ». Mais ce n'est pas un mensonge parce qu'il y a des gens qui mentent. C'est un mensonge de classe. La censure est toujours un mensonge de classe. Donc, à partir du moment où de vérité officielle devient une vérité obligatoire, et que cette vérité obligatoire est interdite de discussion, elle avoue par là même qu'elle est incapable de discuter. Et vous me posiez la question de Robert Faurisson. On a voulu faire taire Robert Faurisson parce qu'on ne pouvait pas répondre à Robert Faurisson. Et c'est ce que dit Marx. C'est pas vous, moi, ou même Pierre Guillaume qui, dans la radicalité offensive des luttes de classe qui menaient de 68 aux années 80, a épaulé le droit pour Robert Faurisson de parler. Pierre Guillaume, les luttes de classe, Karl Marx, Rosa Luxembourg, c'est une désignation offensive de lutte de classe. Et aujourd'hui, du CRIF
à l'ultra-gauche, la vérité officielle de 1945 est la même. Comment est-ce possible, nous dit Marx? Comment est-ce possible? L'État étant par essence l'ordre du mensonge, l'État est l'ordre du mensonge dans les usines. Il est l'ordre du mensonge par rapport au réchauffement climatique. Il est l'ordre du mensonge par rapport au fiole de Colin Powell à l'ONU. L'État n'est pas quelque chose comme ça qui ment de temps en temps. L'État est par essence le mensonge absolu de toutes les réalités absolument reconverties, comme le dit Marx dans les manuscrits de 1944, dans une inversion absolue. Comment se fait-il que, suite à ce que Faurisson a dit, ou ce que Faurisson a voulu ouvrir comme débat, on ait eu comme unique réponse la loi Fabius-Guesson. On a produit une loi, la loi Fabius-Guesson, uniquement pour interdire à ce que Faurisson puisse, sur la place publique, poser les questions qu'il voulait poser. Mais Marx dit, mais vous êtes complètement tarés. Si la réalité est réelle, si la vérité est vraie, elle supporte tous les débats, des plus grandioses aux plus ridicules. Donc, la question que vous m'avez posée, mais Marx y répond. Marx dit, et n'oubliez jamais que la devise de Marx, c'est douter de tout. La devise de Marx, c'est douter de tout. La devise de Rosa Luxembourg, c'est la liberté de penser n'a de sens que si elle s'offre à celui qui pense radicalement autrement. La devise de George Orwell, c'est la liberté de penser n'a de sens que si c'est la liberté de tout déranger. Bref, depuis la Première Internationale, tous les groupes ouvriers radicaux de l'émancipation humaine, contre tous les États, contre tous les mensonges, ont toujours eu pour devise « douter de tout ». À bas toute interdiction. Je rappelle que les comités ouvriers radicaux de 68 se sont battus sur la base du « il est interdit d'interdire ». Et le « il est interdit d'interdire », c'était pas prônons toutes les sexualités machiniques débiles que le capital va nous offrir. Le « il est interdit d'interdire », c'est le « il est interdit d'interdire que dans une confrontation de quelque nature que ce soit, l'État, qui est le mensonge par essence, puisse nous dire où est le territoire de la vérité. Donc, votre question, elle est très simple. Ça fait 30 ans que je vis avec Marx, ça fait 30 ans que je vis avec des groupes qui travaillent et qui connaissent, qui lisent Marx, les groupes radicaux, expression du mouvement réel, de l'insurrection des hommes contre le mensonge de l'État et de l'argent, et je peux vous dire que Marx aurait répondu très simplement. Marx aurait dit, vous voyez, j'en appelle à votre intelligence. J'en appelle à votre intelligence. Et j'en profite pour rappeler que dans cette perspective-là, j'ai été libraire. J'ai été libraire dans une grande librairie. Quand il y avait le procès Barbie, ou quand il y avait le procès Touvier, je considérais que les gens qui venaient dans ma librairie étaient des gens d'intelligence, que c'était des adultes, que c'était des esprits affinés. Je ne suis pas un flic. Je ne suis pas un flic de la pensée, je suis un homme de l'ouverture absolue. Donc, je me rappelle, il y avait le procès Touvier à Versailles, et je mettais en pile dans ma librairie le livre des parties civiles et le livre de Trémollet de Villers, qui était l'avocat de Touvier. Et je disais aux gens qui venaient dans ma librairie, moi je ne suis pas un flic, et j'ai confiance en votre intelligence. La censure d'État vous prend pour des cons. Et comme la censure d'État vous prend pour des cons, elle n'a pas confiance en votre intelligence. Donc elle vous dit où vous devez aller. Moi, je ne vous dis pas où vous devez aller. Je vous dis, vous devez aller là où votre intelligence vous conduit, parce que je ne suis pas un flic. Je suis un homme d'éveil qui vous transmet l'éveillance, qui vous transmet le chemin de la conscience. Donc voilà, à gauche, le texte de l'avocat de Touvier, à droite, le texte des partis civils qui sont contre Touvier. Vous lisez, à bas la censure, vous avancez, intelligence, radicalité. Et n'oubliez jamais, Marx travaillait aux archives.
il a passé sa vie aux archives en Angleterre, à Londres, et au British Museum, sur les Incas, sur les Mayas, sur l'Espagne, sur l'Angleterre, sur la Russie. Dès qu'un dossier, dès qu'une contradiction était posée, il allait vérifier contradictoirement les positionnements des uns et des autres. Et il disait, ma devise, douter de tout, avancer dans la compréhension radicale. Donc, qu'est-ce que Marx nous aurait dit sur Faurisson? D'abord, Marx aurait dit que Pierre Guillaume, dans le cadre de la lutte de classe, avait ouvert un cheminement radical pour mieux comprendre. Parce qu'il faut se rappeler, puisque nous parlions de 14-18, que après 14-18, l'Europe est rentrée dans une gigantesque dynamique d'incendies sociaux, parce que les gens se sont dit, plus jamais ça, la guerre est une pourriture capitaliste, et l'insurrection, même à Londres, de Londres à Milan, de Budapest à Moscou, d'Helsinki à Madrid, partout, là où il y avait eu la guerre, là où il y avait eu les effets de la guerre, le prolétariat s'est insurgé partout pour dire non, non à l'horreur du diktat marchand. En 1945, grâce à la diabolisation fascisme-antifascisme, on a pu voir le PC staliniste dire à chacun son Boche, tuons les Boches. Il n'y avait plus d'insurrection internationale, il n'y avait plus d'insurrection internationale radicale contre l'argent et contre l'État. On était parti dans un truc d'épuration absolument délirant, parce qu'on avait construit des mythologies. La guerre n'était plus le résultat de la crise du capital, elle était le résultat d'archétypes méchants par essence et gentils par essence. Tout ça, ça ne correspond absolument pas à ce que Marx a dit, à ce que Marx a compris quand il nous a positionné le fait essentiel que la guerre, c'est le produit du commerce, que la guerre n'est pas le produit de la folie des hommes, la guerre est le produit de la folie commerciale qui s'incarne en les hommes. Donc, qu'est-ce qu'aurait dit Marx sur Faurisson? C'est très simple. Marx, en homme d'intelligence, il vous aurait dit, voilà, il y a un monsieur qui s'appelle Georges Wellers, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les chambres à gaz ont existé ». Il y a un monsieur qui s'appelle Hilberg, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La destruction des Juifs ». Donc je vous demande de lire le livre de Georges Wellers. Je vous demande de lire le livre de Raoul Hilberg. Et maintenant, vous allez lire le livre de Robert Faurisson qui s'appelle « Mémoire en défense ». Ensuite, vous allez lire le livre de Serge Thion qui s'appelle « Vérité politique ou vérité historique ». Et puis, puisque Pierre Guillaume s'inscrit dans la lutte des classes, vous allez lire ce qu'en dit Pierre Guillaume. Et vous, homme d'intelligence, contre toute censure d'État qui est une censure capitaliste, mettez-vous en mouvement, comprenez et avancez. Voilà. Les choses sont simples. Un militant révolutionnaire, un homme communiste qui s'insurge contre l'État ne peut jamais dire que l'État, à un moment donné, dit le vrai. Puisque, comme le rappelle Engels, l'État est par essence la machinerie capitaliste de l'oppression qui fait que le spectacle de la marchandise en elle ne cesse de se répandre. Quant à la vérité historique, alors on en revient pour conclure à Marx et à Rosa Luxembourg. J'ai des correspondants qui m'ont parlé d'un phénomène très intéressant, c'est l'Inquisition. L'Inquisition, lieu majeur de l'archéologie intellectuelle du capital, puisque l'Inquisition, c'est ce lieu abominable de l'Ancien Régime, qui par définition est catholique, et qui permet au progrès de la marchandise d'avancer dans une justification libératoire. L'Inquisition, si vous lisez La Motte Langon, ou si vous lisez Michelet, les témoignages, les recensions, il y a eu des millions de morts. Il y a eu des millions de morts. Marx nous rappelle toujours, à la suite de Thucydide corrigeant Hérodote, que l'histoire, ce ne sont pas les témoignages. L'histoire, ce ne sont pas les témoignages. Je rappelle que l'un des dirigeants de la CNT, Henrik Marco, pendant des années s'est présenté comme un ancien de Flossenburg qui avait été déporté à Mauthausen. Il racontait à qui voulait l'entendre toutes les horreurs de Flossenburg et de Mauthausen, avec une pertinence indéniable.
Et un jour, un grand scandale a surgi dans la CNT et dans l'Espagne de la modernité. On s'est rendu compte que ce monsieur Enric Marco de la CNT n'avait jamais été à Flossenburg et n'avait jamais été à Mauthausen. Donc, la qualité d'un témoignage, ce n'est pas le degré d'horreur ou d'émotionnalité, c'est le rapport entre le témoignage dans sa relation à l'objectivité matérielle de l'expérience vérifiée. L'histoire n'est pas une longue recension de témoignages, c'est des expertises matérielles, d'archives, de textes, de contextes, d'histoire qui intègrent les témoignages, mais en les expertisant. Donc, si vous lisez Michelet, si vous lisez La Motte Langon, vous apprendrez qu'il y a eu des millions de morts du temps de l'Inquisition. Et puis, un jour, un certain nombre de gens ne se sont pas contentés des témoignages. Ils ont fait ce que faisait Marx au British Museum. Ils sont allés aux archives. Ils ont creusé, ils ont expertisé, ils ont contre-creusé, ils ont contre-expertisé. Et puis vous avez un certain nombre d'auteurs, comme Henri Kamen ou comme Gustav Hemmingsen, qui se sont mis à travailler les archives. Gustav Hemmingsen, par exemple, a travaillé sur 50 000 procédures. Et sur 50 000 procédures, il arrive, après vérification, à 1% d'exécution. Autrement dit, en 3 siècles, l'Inquisition a tué moins de 10 000 personnes, c'est-à-dire, comme Braudel et comme Chaunu nous l'ont rapporté, l'Inquisition, en plusieurs siècles, a tué moins de gens que la révolution capitaliste de 1789 en quelques mois. Et si l'Inquisition, en plusieurs siècles, a tué approximativement moins de 10 000 personnes dans la sphère catholique, la folie judéo-protestante de la modernité capitaliste, dans sa chasse aux sorcières, qui a ravagé l'Allemagne du Nord, qui a ravagé la Hollande, qui a ravagé l'Angleterre, a tué 50 000 personnes minimum en 30 ans. Ça, c'est les archives. Donc, je peux faire un film de témoignage où je vais voir brûler des millions et des millions de gens durant l'Inquisition. Benassar a fait un travail très précis qui correspond au travail d'Hemmingsen, qui correspond au travail de Kamen et qui correspond au travail de Chaunu. Et là, on retombe sur Marx, parce que Chaunu, il était plutôt de droite, il ne connaissait pas grand-chose à Marx. Hemmingsen, je ne sais pas s'il a lu Marx, mais on en revient toujours à la sainte méthode de l'intelligence première. Marx, encore Marx, toujours Marx, de 1842 à la critique du programme de Gotha, à bas l'État. L'État est mensonge par essence. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai tout compris et j'en reviens aux gilets jaunes. Aujourd'hui, le danger des gilets jaunes, c'est toutes les rénovations avec effectivement des micro-messages d'adaptation. On va voir surgir dans les assemblées des gilets jaunes des gens qui vont dire Macron démission, assemblée constituante, référendum. Il est là le danger. Le danger, il est dans le réformisme de l'enfermement. S'agit-il de rénover la mer de marchande? S'agit-il de peinturlurer autrement la pourriture du capital? Ou s'agit-il de faire le saut qualitatif vers quelque chose de radicalement novateur? Et donc, pour conclure, tout se tient. Automouvement de la conscience. À bas l'État, à bas toutes les fractions du capital, à bas la marchandise, de l'ultra-gauche de la marchandise à l'ultra-droite de la marchandise, automouvement émancipateur du prolétariat contre le salariat, contre la marchandise et contre l'État. Le mouvement des Gilets jaunes n'en est qu'à ses débuts. Il est dangereux pour le pouvoir parce qu'il n'a pas de revendications claires. Le pouvoir aurait voulu qu'il ait des revendications claires. Le pouvoir voudrait qu'il ait des représentants clairement désignés.
Il pourrait les enfermer dans des chambres obscures où pendant des heures et des heures, à la suite de négociations fatigantes, on obtiendrait des capitulations infinies. La force des Gilets jaunes, c'est son bordel initial. Et la force des Gilets jaunes, pour que ça devienne une radicalité, elle est très simple. Ne jamais se laisser enfermer dans une revendication délimitée. Et deuxièmement, ne jamais accepter de porte-parole. Pas de porte-parole. Des mandataires clairement désignés pour des objectifs clairement désignés dans le cadre de projets clairement désignés. Et dès lors, on en revient à cette chose essentielle qui fit naître la Commune en 1871, qui permit qu'en 67, le bordel social de Caen fut préfigurateur des événements de mai 68. Donc tout se tient à travers les questions que vous m'avez posées, la censure d'État, la mystification aliénatoire 14-18, 39-45, les gilets jaunes, tout se tient, l'auto-émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires eux-mêmes contre l'État, contre l'argent et contre tous les appareils politiques qui veulent moderniser l'économie politique du servage contemporain.